Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé mon mari en train de faire ses valises. Son fils, mon beau-fils, se tenait là, un sourire narquois aux lèvres, et a dit « Papa va passer un mois avec maman ». Ce n'est pas une tromperie s'il te l'a dit. Je n'ai pas dit un mot, j'ai simplement souri, et j'ai appelé mon avocat. Le lendemain, leur compte en banque était à zéro. Mon téléphone a explosé sous 57 appels désespérés. Tous me suppliant d'arrêter. Tout a commencé un mardi. Je m'en souviens car le mardi était le jour des poubelles, et je m'étais réveillé tôt au son du camion à ordures qui grondait dans notre rue de banlieue tranquille. La lumière du soleil matinal commençait à peine à percer à travers les stores de notre chambre, cette douce lumière brumeuse du début de l'automne. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était beau, puis avoir immédiatement ressenti une profonde tristesse, une déconnexion de cette beauté. C'était comme regarder le film d'une vie que j'étais censé vivre. Je suis sorti du lit en faisant attention de ne pas réveiller Richard. Non pas qu'il l'aurait remarqué. Depuis des mois, nous dormions comme des étrangers, un large et froid canyon de matelas entre nous. J'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine. Le lino était frais sous mes pieds. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. J'ai mis en marche la cafetière. Le gargouillement et le sifflement familiers, un réconfort dans le silence oppressant. En attendant, je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai regardé autour de moi. C'était une belle cuisine. Nous l'avions rénovée il y a 3 ans. Principalement avec mon argent. Un héritage de ma mère avait payé les comptoirs en granit et les appareils en acier inoxydable. À l'époque, j'avais eu l'impression de construire quelque chose ensemble, un témoignage de notre avenir. Maintenant, cela ressemblait juste à un décor de théâtre très cher et très vide. Le café a fini de couler, son arôme riche remplissant l'air. Je me suis versé une tasse, noire, sans sucre. J'avais besoin de cette amertume ce matin-là. Cela semblait approprié. Je me suis assise à notre petite table de cuisine juste au moment où Richard est entré nonchalamment, déjà habillé pour le travail avec son pantalon kaki habituel et un polo. Il a grogné un « bonjour », qui était plus une expiration qu'un mot et a attrapé le journal sur le comptoir. Quelques instants plus tard, Dylan, mon beau-fils, est entré en traînant les pieds. Il avait 18 ans, étudiant en première année à l'université locale, et il se déplaçait avec la grâce langoureuse et pleine de suffisance d'un adolescent qui n'avait jamais eu à s'inquiéter d'une seule facture de sa vie. Il n'a pas dit un mot, s'est juste glissé sur sa chaise, les yeux déjà rivés sur l'écran lumineux de son téléphone. Et nous étions là, nous trois, un portrait d'une famille moderne, je suppose, sauf que le silence n'était pas paisible. Il était lourd, chargé de mots non dits et de ressentiments. Je me suis souvenu des matins, il y a des années, où cette même table était remplie de rire. Je faisais des crêpes. Richard lisait les bandes dessinées à voix haute. Et Dylan, alors une version plus jeune et plus douce de lui-même, nous parlait vraiment. Je pouvais identifier le moment exact où tout a commencé à changer. Le jour où sa mère, Valérie, l'ex-femme de Richard, était revenue en ville après un séjour désastreux dans un autre état. À partir de ce jour, une ombre était tombée sur notre foyer. Le téléphone était le symptôme le plus évident. Le téléphone de Richard était devenu une forteresse. Il l'emportait partout avec lui, même dans la salle de bain. Il était toujours, écran retourné sur n'importe quelle surface. Quelquefois, j'avais vu une notification s'allumer avant qu'il ne puisse le retourner, mais il était si rapide, si exercé. C'était un mouvement élégant et réflexe qui témoignait d'une habitude profonde. Des mois de cela avaient planté une graine de suspicion qui s'était transformée en une vigne épineuse et étouffante dans mon cœur. Je détestais ça. Je détestais la femme que cela faisait de moi, suspicieuse, anxieuse, regardant par-dessus son épaule. Alors, après une nuit particulièrement mauvaise où il s'était endormi sur le canapé et où j'avais regardé son téléphone vibrer silencieusement sur la table basse pendant 10 minutes d'affilée à 1h du matin, j'ai pris une décision. Le lendemain matin, les mains tremblantes, j'ai cherché des détectives privés en ligne. Cela semblait sordide, comme quelque chose sorti d'un roman policier bon marché. L'homme que j'ai engagé, un ancien flic bourru nommé Monsieur Harrison, était très professionnel. Il n'a pas posé de questions émotionnelles. Il a juste demandé une photo, un emploi du temps et un chèque de $2000. Une semaine plus tard, il m'avait appelé. « Madame », avait-il dit de sa voix rauque. « J'ai les informations que vous avez demandées. » Il m'a envoyé un rapport par email, un document simple et factuel avec des dates,
des heures, des adresses et quelques photos granuleuses de Richard et Valérie entrant dans un motel en périphérie de la ville. Il y avait même une photo de Dylan les attendant dans la voiture un après-midi. Le rapport n'utilisait pas de mots comme « liaison » ou « trahison ». Il n'en avait pas besoin. Les faits étaient une lame et il coupait profondément. Ce rapport était maintenant plié dans mon sac à main, en attente. Ce matin-là, à table, je savais que quelque chose se préparait. C'était dans la façon dont Richard n'arrêtait pas de plier et de déplier le bord de son journal, y marquant un pli. C'était dans la façon dont il a bu toute sa tasse de thé en 3 grandes gorgées, se brûlant la gorge, j'en suis sûr. Finalement, il a posé la tasse avec un bruit sec, le son anormalement fort dans le silence. « Carole » a-t-il commencé, et tout mon corps s'est tendu. Dylan a levé les yeux de son téléphone, une lueur d'anticipation dans ses yeux. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Il était dans le coup. Richard s'est éclairci la gorge. Je dois te dire quelque chose. Je l'ai juste regardé, mon expression un masque de neutralité soigneusement construit. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de voir ma douleur. Je t'écoute, Richard. D'accord. Eh bien, je vais être absent pendant un petit moment, a-t-il balbutié. Loin de la maison. Un petit moment, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Un mois, a-t-il dit, le mot sortant de lui d'un seul coup. Je serai parti pendant un mois. Il ne voulait pas croiser mon regard. Il fixait un point sur le mur juste au-dessus de mon épaule. C'était le même point qu'il fixait toujours quand il mentait. Je me suis souvenu de la cruauté particulière de Valérie. Pas du genre physique, mais une érosion émotionnelle lente et insidieuse. Elle le rabaissait, le contrôlait, a accumulé des dizaines de milliers de dollars de dettes de jeu à son nom, puis a déclaré faillite, laissant son crédit et son esprit en ruine. C'était la femme vers laquelle il retournait en courant. Je vois, ai-je dit. Et où seras-tu pendant ce mois? Il m'a finalement regardé, un étrange mélange de défi et de culpabilité dans les yeux. Je vais rester avec Valérie. C'est le mois de son anniversaire et elle traverse une période difficile. Elle a besoin de moi. L'audace de la chose m'a presque coupé le souffle. Il allait passer un mois à célébrer la femme qu'il avait presque détruite. Et il présentait cela comme un noble acte de charité. Et il a ajouté, parlant rapidement maintenant, comme si le dire vite le rendrait moins choquant, je voulais être franc à ce sujet parce que je me dis que si je te le dis, ce n'est pas vraiment une tromperie, n'est-ce pas? C'est juste une situation. Une situation. Il avait réduit nos 5 ans de mariage, nos vœux, notre vie commune à une situation. La pièce est soudainement devenue très froide. La lumière du soleil qui entrait par la fenêtre semblait faible et aqueuse. Ça arrivait. La chose que j'avais crainte, la chose que le rapport du détective avait confirmée, n'était plus un secret. Elle était là, sur la table de la cuisine, entre nous, laide et indéniable. Et c'était bien pire que ce que j'aurais pu imaginer. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé, laissant ces mots flotter dans l'air. Ce n'est pas vraiment une tromperie si je te le dis. J'ai rejoué la phrase dans ma tête, essayant de comprendre le niveau d'aveuglement sur soi-même requis pour croire quelque chose d'aussi fondamentalement malhonnête. C'était la logique d'un enfant essayant d'éviter une punition, pas celle d'un homme de 50 ans discutant de la trahison de son mariage. Alors, si je comprends bien, ai-je dit finalement, ma voix basse et égale. Ton plan est d'emménager avec ton ex-femme pendant un mois. Tu vivras avec elle, tu dormiras là-bas, et tu crois que, parce que tu m'as fait une annonce verbale, cela annule l'acte d'infidélité. Richard s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Eh bien, quand tu le présentes comme ça. Comment suis-je censé le présenter autrement, Richard? Ai-je demandé, un ton dangereux se glissant dans ma voix. Vas-tu être son homme à tout faire, son animal de soutien émotionnel, son amant, ou les trois? En quoi consiste exactement le fait de rendre son mois d'anniversaire bon pour elle? Le sarcasme dégoulinait de chaque mot, et je m'en fichais. Il a rougi, un rouge profond et colérique. C'est grossier, Carole. Ce n'est pas comme ça. Il s'agit d'être là pour quelqu'un qui a besoin de moi. Je vois, ai-je dit. Mais tu as déjà une femme. Il me semble me souvenir de vœux sur le fait de renoncer à tous les autres. Ou cette partie était-elle facultative? Il a juste secoué la tête, l'air frustré et acculé.
Ce n'est pas une tromperie si je suis honnête à ce sujet. Ce n'est pas se cacher. C'est à ce moment-là que Dylan a décidé d'entrer dans la mêlée. Il a posé son téléphone avec un léger clic et s'est penché en avant, son expression un mélange parfait de condescendance et de pitié, comme s'il expliquait un concept simple à un enfant. « Écoute, Carole, a-t-il dit, sa voix teintée de l'impatience ennuyée d'un adolescent. Papa a des besoins. Il a une vie. Il n'a pas à rester assis ici à attendre que tu. Je ne sais pas, fasse attention à lui ou quoi que ce soit. » Il a fait un geste dédaigneux de la main. C'est un homme adulte. Tu ne le possèdes pas, l'insulte, si nonchalamment lancée, m'a frappé plus fort qu'une gifle. Attendre que tu fasses attention à lui. C'est moi qui gérais cette maison, qui payais la majorité des factures avec le salaire de mon travail exigeant, qui gérait les investissements, qui me souvenait de l'anniversaire de sa mère et qui planifiait nos vacances. L'idée que je ne faisais pas, attention, était ridicule. Dylan, cette conversation est entre ton père et moi, ai-je dit, ma voix dangereusement tendue. Non, pas du tout, a-t-il répliqué, les yeux brillants. Ça concerne ma mère, donc ça me concerne. S'il veut la voir, ce sont ses affaires. Et comme il l'a dit, ce n'est pas une tromperie s'il te le dit. Ça s'appelle être transparent. Peut-être que tu devrais essayer un de ces jours. L'insolence était à couper le souffle. Et à ce moment-là, en les voyant tous les deux, le front uni, le sourire narquois partagé, la même logique tordue, quelque chose en moi a basculé. La blessure, la douleur cuisante de la trahison ont commencé à se refroidir et à se durcir en autre chose. Quelque chose de froid, de tranchant et de résolu. Je n'étais plus une victime dans cette histoire. J'étais une stratège. Et ils venaient de révéler tout leur plan de bataille. Ils me pensaient émotive. Ils me pensaient faible. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. J'ai pris une profonde inspiration, laissant le silence planer un instant. J'ai regardé Richard, puis Dylan. J'ai vu leur arrogance, leur certitude. Ils s'attendaient à des larmes. Ils s'attendaient à une dispute. Ils s'attendaient à ce que je supplie. Je n'allais rien leur donner de tout ça. Vous savez quoi, ai-je dit, ma voix soudainement légère, presque joyeuse. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai même réussi un petit sourire crispé. Vous avez raison. Les regards sur leur visage étaient comiques. La mâchoire de Richard est littéralement tombée. L'expression suffisante de Dylan a vacillé, remplacée par une de confusion sincère. Ce n'était pas dans leur scénario. Je vois que je suis en infériorité numérique, ai-je poursuivi, levant les mains en un geste de reddition. Si c'est ce que vous avez tous les deux décidé, alors qui suis-je pour m'opposer à votre transparence? Richard a commencé à sourire, un lent sourire soulagé se répandant sur son visage. Vraiment, Carole? Tu es d'accord avec ça? D'accord est un mot fort, ai-je dit. Mais je l'accepte. Cependant, et je me suis de nouveau penché en avant, ma voix revenant à ce ton ferme et sérieux, si tu comptes prendre un congé sabbatique d'un mois de notre mariage pour jouer à la maison avec Valérie, alors j'ai quelques conditions moi aussi. Le sourire de Richard a disparu. Des conditions? De quoi parles-tu? C'est très simple, ai-je dit, l'idée prenant forme dans mon esprit, entièrement formée et parfaite. C'est une question d'équité. Tu veux un mois de liberté de tes vœux? Très bien. Alors je veux un mois de liberté de mes obligations, en particulier de mes obligations financières. Je ne te fais pas la morale, Richard, ai-je dit en secouant la tête. Je fais une proposition commerciale. Pour les 30 prochains jours, à partir du moment où tu franchiras cette porte, nous serons légalement séparés. Nous ferons rédiger par un avocat, mon avocat, un simple accord de séparation temporaire. Il stipulera que pendant cette période, je n'ai aucune obligation de fournir un soutien financier à toi ou à Dylan. Cela signifie aucun accès à mes comptes bancaires, à mes cartes de crédit, aux comptes joints, rien. Ton nom sera temporairement retiré de tout. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. J'ai tourné mon regard vers Dylan. Et pour être parfaitement clair, Dylan, cela inclut le paiement mensuel de ton assurance auto, ta facture de téléphone portable et le prochain versement pour tes frais de scolarité, qui est d'ailleurs dû la semaine prochaine. Tout cela sera mis en pause. Le visage de Dylan est devenu pâle. La lueur d'incertitude que j'avais vue plus tôt était maintenant un feu de panique déchaîné dans ses yeux. En retour, ai-je conclu, en regardant de nouveau Richard,
je serai aussi libre. Libre de faire ce que je veux, avec qui je veux. Sans question. Nous serons tous les deux, pendant 30 jours, des individus entièrement célibataires aux yeux de la loi et de nos finances. C'est une rupture nette, une période d'essai, si tu veux. Acceptes-tu ces conditions? Il était sans voix. Il a regardé Dylan, qui fixait maintenant son père avec de grands yeux paniqués. Ils avaient une conversation silencieuse et frénétique. Je pouvais voir le calcul sur le visage de Richard, son moi de plaisir illicite avec Valérie contre les conséquences financières très réelles et très immédiates. Le silence dans la cuisine était assourdissant. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur. Richard se tortillait. L'homme confiant d'il y a 5 minutes avait complètement disparu, remplacé par un mari agité et acculé. C'est ridicule, Carole, a-t-il finalement balbutié. Tu ne peux pas juste nous couper les vivres. Je le peux si tu l'acceptes par écrit, ai-je répondu calmement. C'est ton choix. Tu peux rester ici, être un mari et honorer tes engagements. Ou tu peux aller chez Valérie pendant 1 mois, et nous aurons tous les deux notre liberté. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas jouer le partenaire dévoué là-bas à mes frais. Dylan, voyant son style de vie confortable lui filer entre les doigts, est intervenu. C'est du chantage, a-t-il accusé. Non, les jeux corrigés calmement. C'est un contrat. Ton père veut modifier les termes de notre contrat de mariage pour 30 jours. Je propose simplement un nouveau contrat pour couvrir cette période. C'est tout à fait logique. Richard a regardé de mon visage impassible à celui paniqué de son fils. Un instant, j'ai cru qu'il allait reculer. Mais alors Dylan a fait quelque chose qui a scellé leur sort. Il s'est penché et a chuchoté quelque chose à l'oreille de Richard. Je n'ai pas tout entendu. Juste des fragments. Point juste 1 mois. Point elle bluffe. Point on s'en sortira. Point maman aidera. C'est tout ce qu'il a fallu. La colonne vertébrale de Richard s'est redressée. L'arrogance a de nouveau inondé son visage. Il se faisait coacher par son fils de 18 ans, et il suivait le conseil. Très bien, a-t-il dit, la voix froide. Appelle ton avocat. Rédige ces fichus papiers. Je les signerai. Mon cœur, qui avait battu la chamade, s'est soudainement senti stable et calme. Excellent, ai-je dit en me levant. Je vais passer l'appel tout de suite. Je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient en composant le numéro de mon avocat, Monsieur Gomez. C'était un homme vif et perspicace dans la soixantaine qui avait géré les aspects juridiques de mon héritage des années auparavant. Gomez, a aboyé sa voix au téléphone. Arthur, c'est Carole Peterson, ai-je dit. Carole, ravi de vous entendre. Tout va bien? J'ai pris une profonde inspiration. Pas exactement. J'ai besoin que vous rédigiez un accord de séparation temporaire. 30 jours. La clause principale est une rupture complète et totale des obligations financières de ma part envers mon mari Richard et mon beau-fils Dylan. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. C'est spécifique, a-t-il dit. Puis-je demander quel est l'événement déclencheur? Mon mari prend des vacances d'1 mois pour vivre avec son ex-femme, ai-je dit platement. Le silence à l'autre bout du fil était profond. Puis un petit sifflement. Eh bien, ça alors, a dit Gomez. Je fais ça depuis 40 ans, et c'est une première. Carole, êtes-vous sûre de ce document? Il vous donne beaucoup de liberté, mais il officialise aussi la séparation. J'en suis sûr, Arthur, ai-je dit. Et j'en ai besoin pour cet après-midi. Vous l'aurez, a-t-il dit, un nouveau respect dans son ton. Et Carole, mettez en ordre tous vos relevés financiers. C'est déjà fait, ai-je dit, et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai présenté les papiers à la même table de cuisine. Richard, essayant d'avoir l'air ennuyé et indifférent, a à peine jeté un coup d'œil aux pages avant de gribouiller sa signature avec un stylo à billes bon marché. Dylan se tenait derrière lui, une main sur l'épaule de son père, un petit sourire suffisant plaqué sur son visage. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient qu'ils avaient démasqué mon bluff. En prenant les papiers signés, ma main effleurant celle de Richard, je n'ai rien ressenti. Pas d'étincelle, pas de colère, juste un vide profond et glaçant. Il était un étranger pour moi maintenant. Plus tard dans la nuit, alors que je faisais semblant de dormir, je les ai entendus chuchoter dans le couloir.
C'était la voix de Dylan, claire comme de l'eau de roche. Ne t'inquiète pas, papa. C'est juste un bout de papier. Elle fait juste sa dramatique. Une fois que nous serons de retour, elle se calmera. Et si elle essaie d'utiliser ça contre toi dans un divorce, on dira simplement qu'elle t'a contraint, que tu as signé sous la contrainte. Ça ne tiendra pas, je suis resté allongé dans l'obscurité, les yeux grands ouverts, et j'ai senti un sourire froid se dessiner sur mon visage. Merci, ai-je pensé. Merci d'avoir levé le dernier doute. Les 2 jours suivants furent une performance surréaliste de domesticité. Richard a fait ses valises. Il l'a fait avec l'énergie joyeuse d'un homme partant pour une partie de pêche avec ses copains. Il sifflotait. Il sifflotait réellement une mélodie fausse et agaçante en pliant ses chemises et en les rangeant dans une grande valise. Dylan était son assistant omniprésent, tournant autour, offrant des conseils. « Papa, n'oublie pas ta veste en cuir marron. Maman a toujours adoré celle-là. » C'était un rappel constant et irritant que cela ne concernait pas seulement Richard et Valérie. C'était un travail d'équipe. Une réunion de famille à laquelle je n'étais pas invité, mais que j'étais censé financer. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme, les observant. Je les ai vus dans le salon, leurs têtes penchées ensemble sur le téléphone de Dylan, riant de quelque chose. Le son de leur rire partagé dans ma maison, planifiant leur trahison, était comme de l'acide dans mes veines. J'ai gardé mon visage impassible, mes mots brefs. J'étais une actrice jouant le rôle de l'épouse stoïque et légèrement blessée. Ils y ont cru complètement. Le soir de leur départ est arrivé. Richard avait sa valise près de la porte d'entrée. Dylan avait son sac à dos sur l'épaule. Il allait conduire son père chez Valérie. Richard s'est tourné vers moi dans l'entrée. Il a eu l'audace d'avoir l'air légèrement désolé. « Écoute, Carole, a-t-il commencé. Ne dis rien, ai-je dit en levant la main. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix. L'accord commence maintenant. D'accord, a-t-il dit en se balançant. Eh bien, je t'appellerai pour prendre des nouvelles. Je ne le ferai pas, ai-je dit froidement. Nous sommes séparés, tu te souviens? Profite de ta liberté. Dylan a souri narquoisement depuis le seuil. Allez, papa. Allons-y, maman attend. Richard m'a jeté un dernier regard incertain, puis s'est retourné et a franchi la porte. Alors qu'il descendait les marches du porche, Dylan s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, avec tout le venin d'un serpent, « J'espère que tu réalises que tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. » J'ai juste souri, un sourire fin et crispé. « Oh, je ne pense pas que ce soit moi qui ai fait l'erreur, Dylan. » Il a ricané et a suivi son père jusqu'à la voiture. Je suis resté sur le porche, les bras croisés, et je les ai regardés s'éloigner en voiture. Les feux arrière rouges de la voiture de Dylan ont disparu au coin de la rue, et la rue est tombée dans le silence. Le silence était différent cette fois. Il n'était pas lourd ou oppressant. Il était léger. Il était propre. C'était le silence d'une page blanche. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte d'entrée et je me suis appuyé contre elle, fermant les yeux. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, puis je suis allé au bar, je me suis versé un très grand verre de mon meilleur whisky et je me suis assise dans le salon silencieux. J'ai levé le verre dans un toast silencieux à la maison vide. La représentation était terminée. La planification était achevée. Le moment d'agir était arrivé. Je ne me suis pas précipité. La première nuit, je suis juste resté assise avec mon whisky dans le silence, laissant la réalité de ma nouvelle liberté temporaire s'installer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'anxiété qui avait été ma compagne constante avait disparu, remplacée par un but froid et précis. J'ai fait une cafetière, je me suis assise à mon bureau dans mon bureau à domicile avec un bloc-notes, et j'ai commencé à passer des appels. Mon premier appel était à un homme nommé Frank qui dirigeait un concessionnaire de voitures d'occasion réputé dans la ville voisine. Frank, c'est Carole Peterson. J'ai 2 véhicules que je dois vendre aujourd'hui. Une berline récente et un SUV. Tous les 2 en excellent état. Les titres sont en règle et à mon seul nom. Aujourd'hui, c'est ambitieux, Carole, a-t-il dit. Je suis une femme ambitieuse, Frank. Et je suis prête à être flexible sur le prix pour une vente rapide et sans tracas. Il était chez moi en moins de 2 heures. Il a inspecté les 2 voitures,
la fierté et la joie de Dylan et le SUV de week-end de Richard. Il m'a fait une offre. Elle était un peu basse, mais juste pour un lot, et surtout, elle était immédiate. À l'heure du déjeuner, j'avais un chèque de banque en main et 2 places vides dans mon allée. Ma tâche suivante était numérique. Je me suis connecté à mon compte bancaire principal. J'avais déjà ouvert un nouveau compte dans une banque complètement différente sous mon nom de jeune fille quelques semaines auparavant, une mesure de précaution qui était maintenant mon arme principale. J'ai regardé le solde du compte joint, une somme à 5 chiffres bien garnie qui incluait l'argent destiné au prochain paiement des frais de scolarité de Dylan, notre fonds d'urgence et nos économies générales. C'était principalement mon argent, provenant de mon salaire et de mes primes au fil des ans. Avec une série de clics précis et délibérés, j'ai initié un virement bancaire. J'ai déplacé chaque centime, laissant derrière moi un solde symbolique de exactement $500. J'ai regardé l'écran de confirmation. Virement réussi. C'était fait. Puis je suis passé aux cartes de crédit. Richard était un utilisateur autorisé sur mes 2 cartes principales, celles avec les limites élevées et les bonnes récompenses. Je me suis connecté à chaque compte et, en quelques clics de plus, je l'ai retiré. Son nom, son accès, disparu. L'email de notification a probablement atterri dans sa boîte de réception instantanément. Enfin, j'ai appelé mon opérateur téléphonique. Après avoir navigué dans le menu automatisé, j'ai eu un humain en ligne. Bonjour, ai-je dit. J'aimerais retirer 2 lignes de mon forfait familial avec effet immédiat. Je lui ai donné leur numéro. Elle a confirmé le changement. Juste comme ça, leur connexion au monde, du moins celle que je payais, a été coupée. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai commandé une pizza pour moi-même avec toutes les garnitures que j'aime et que Richard déteste. Je me suis assise dans le salon, j'ai regardé une comédie romantique ridiculement idiote et j'ai mangé directement dans la boîte. Il n'y avait pas de tension, personne pour soupirer d'impatience ou demander de changer de chaîne. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, ma maison était vraiment la mienne. J'ai ressenti une pointe de solitude, une profonde tristesse douloureuse pour le mariage que je pensais avoir. Je me suis permis de le ressentir, de pleurer pendant quelques minutes. J'ai pleuré pour la femme que j'étais, celle qui croyait à l'éternité. Puis j'ai essuyé mes larmes, jeté la boîte de pizza vide et je suis allé me coucher. La phase suivante était sur le point de commencer. La paix a duré 4 jours glorieux. J'ai travaillé de la maison. J'ai fait une longue promenade dans le parc. J'ai lu un roman. C'était calme, réparateur. Puis, le 5e jour, samedi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Richard. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 1 minute plus tard, il a de nouveau sonné. Je l'ai ignoré. Puis un SMS est apparu. Carole, appelle-moi. Ma carte vient d'être refusée. J'ai souri. Le premier poisson avait mordu à l'hameçon. Quelques minutes plus tard, Dylan a appelé. Je l'ai ignoré aussi. Son SMS était plus direct. C'est quoi ce bordel? La carte de papa ne marche pas et mon téléphone est coupé. Appelle-moi maintenant. J'ai continué à lire mon livre. Les appels n'arrêtaient pas. Un rythme frénétique et alterné de Richard, puis Dylan, Richard, puis Dylan. Finalement, le téléphone fixe de la maison, le vieux téléphone que j'utilisais à peine, a commencé à sonner. Il était si insistant que j'ai décidé de décrocher juste pour savourer le moment. Mais qu'est-ce qui se passe, Carole? La voix de Richard était tendue de fureur contenue. Je suis désolé. Qui est à l'appareil, ai-je demandé, feignant la confusion. C'est Richard. Ton mari, a-t-il crié. Oh, c'est vrai, ai-je dit, ma voix légère. Je crains que vous ne vous trompiez. Selon un document juridiquement contraignant que nous avons tous les deux signé, vous n'êtes pas mon mari pour encore 25 jours. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Il y a eu un bruit de bafouillage à l'autre bout du fil. Ne joue pas à ça. Ma carte de crédit a été refusée à l'épicerie. C'était humiliant. Et puis j'ai vérifié le compte en banque. Il est vide. Tu l'as vidé. Je ne l'ai pas vidé, l'ai-je corrigé doucement. J'ai déplacé mes fonds personnels vers un nouveau compte sécurisé, comme c'est mon droit en vertu de notre accord. Je crois qu'il y a encore une coquette somme de $500 pour vous. Vous devriez faire plus attention à vos dépenses.
Le fonds pour l'université. Le fonds pour l'université de Dylan était là-dedans, a-t-il hurlé. Oui, le fonds que j'ai créé et auquel j'ai contribué, ai-je dit. Lui aussi a été déplacé vers un lieu sûr. Ne vous inquiétez pas, il est en parfaite sécurité, juste pas accessible pour vous. J'entendais Dylan crier en arrière-plan, étouffé mais furieux. Et nos voitures? Les voitures ont disparu. La voix de Richard était maintenant teintée d'une véritable panique. Pas nos voitures, Richard, ai-je dit, la finalité de la chose me procurant un sentiment merveilleux. Mes voitures. Celles immatriculées et titrées à mon seul nom. J'ai décidé de les vendre. Le marché est très bon en ce moment. C'était une décision financière judicieuse. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux, ai-je dit simplement. Et je l'ai fait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je suis plutôt occupé à profiter de ma séparation. Je vous suggère de faire de même. Allez profiter du mois d'anniversaire de Valérie. Laissez-la s'inquiéter des factures. Au revoir, Richard. Et j'ai doucement reposé le combiné dans son berceau. Le silence qui a suivi était plus doux que n'importe quelle musique, mais je savais qu'il ne durerait pas. Le lendemain, les messages vocaux ont commencé. C'était une symphonie de désespoir et de rage. Ceux de Richard étaient principalement des menaces fanfaronnes d'avocats et de procès. Mais ceux de Dylan étaient du pur venin. Celui que j'ai sauvegardé, celui que j'ai immédiatement transféré à Monsieur Gomez, est arrivé dimanche soir. Je me préparais juste à aller au lit, me sentant calme et en contrôle. Puis mon téléphone a vibré avec une nouvelle notification de message vocal. Je l'ai écouté sur haut-parleur. La voix de Dylan était un cri rauque et craquant rempli d'une rage presque féroce. Tu trouves ça drôle? Espèce d'ordure absolue. Tu ne peux pas juste me couper les vivres. Tu ne peux pas ruiner ma vie. Je suis censé être à l'école. J'ai un avenir. Tu as vendu ma voiture. Qu'est-ce que je suis censé faire? Prendre le bus comme un loser? Il a fait une pause, reprenant son souffle. Écoute-moi bien. Ma mère, Valérie, elle connaît des gens. Elle connaît des avocats. Nous allons te poursuivre pour tout ce que tu as. On dira que tu étais abusive. On dira que tu as manipulé mon père. On traînera ton nom dans la boue jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Tu vas payer pour ça, Carole. Je le jure devant Dieu, tu vas regretter le jour de ta naissance. Le message s'est terminé. Je suis resté là, dans le calme de ma chambre, et j'ai ressenti un frisson profond. Ce n'était pas de la peur. C'était une confirmation froide et dure que j'avais fait ce qu'il fallait. Ce n'était pas un adolescent égaré. C'était un jeune homme cruel et manipulateur qui venait de me menacer de m'accuser faussement de violence domestique pour extorquer de l'argent. Il venait de me donner une bombe nucléaire. J'ai immédiatement appelé la ligne d'urgence de mon avocat et laissé un message. Puis je lui ai transféré le fichier audio avec un simple objet, preuve. Monsieur Gomez m'a rappelé dans les 10 minutes. Carole, je l'ai reçu, a-t-il dit, la voix sombre. Ne le supprimez pas. Ne lui répondez pas. N'entrez en contact avec lui sous aucun prétexte. C'est un cadeau. Un cadeau très laid, mais très utile. Le gamin vient de torpiller toute chance qu'ils aient jamais eu de se faire passer pour des victimes au tribunal. En raccrochant le téléphone, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Dylan, dans sa rage aveugle, avait joué sa dernière carte, et c'était une carte perdante. Le terrain moral, non pas que j'en avais besoin, était maintenant sans équivoque le mien. Toute culpabilité persistante que j'aurais pu ressentir à propos du fonds pour l'université ou de la voiture a disparu à ce moment-là. Il ne s'agissait plus seulement d'infidélité. Il s'agissait de me protéger d'une menace réelle. La phase suivante de mon plan était la maison elle-même. C'était ma maison, grâce à mon héritage. Mais je savais que Richard pourrait essayer de revendiquer la résidence. Alors, sous la direction de Monsieur Gomez, je l'ai fait signifier formellement d'un avis d'expulsion à l'adresse de Valérie. C'était une démarche légale pour qu'il soit parfaitement clair qu'il n'avait aucun droit de revenir. Environ 2 semaines après le début de leur mois de liberté, j'ai programmé des déménageurs pour venir prendre mes meubles restants, ceux qui étaient à moi, pas à nous, pour les mettre dans un garde-meubles. J'étais dans le salon, dirigeant les 2 grands déménageurs professionnels, quand une berline délabrée, un modèle de la fin des années 90 avec une aile dépareillée,
s'est arrêté en crissant des pneus devant la maison. La voiture de Valérie, je présume. Richard et Dylan en sont sortis en trombe. Ils avaient dû passer par là et voir le camion de déménagement. Ils ont pris d'assaut l'allée, leur visage des masques de fureur. Mais qu'est-ce que c'est que ça, a beuglé Richard, pointant les déménageurs qui sortaient mon fauteuil préféré par la porte. Ça s'appelle un déménagement, Richard, ai-je dit calmement depuis le seuil. Dylan, cependant, était bien au-delà de tout semblant de contrôle. C'est mon fauteuil de jeu. Tu ne peux pas prendre mes affaires, a-t-il hurlé, essayant de me bousculer. L'un des déménageurs, une montagne d'hommes nommé Dave, a simplement tendu un bras et l'a arrêté net. Monsieur, la cliente a demandé que vous n'entriez pas dans les locaux pendant que nous travaillons. Ce n'est pas la cliente. C'est ma maison, a crié Dylan, son visage devenant rouge et tacheté. En fait, non, ai-je dit, brandissant une copie de l'acte de propriété que monsieur Gomez m'avait dit de garder à portée de main. Mon nom est le seul dessus. Et selon l'avis d'expulsion qui vous a été signifié la semaine dernière, vous violez une propriété privée. Richard avait l'air abasourdi. Un avis d'expulsion? De quoi parles-tu? Le document légal qui vous a été signifié à l'adresse de Valérie il y a 3 jours, ai-je dit. Vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas reçu. J'ai la confirmation de l'huissier. C'est à ce moment-là que Dylan a complètement perdu le contrôle. Il s'est jeté en avant, essayant de contourner le déménageur pour m'atteindre. Espèce de sorcière. Tu as tout prévu. Tu me dois des études universitaires. Tu l'as promis, a-t-il hurlé, des larmes de rage et de frustration coulant sur son visage. L'autre déménageur est intervenu, et ensemble, ils ont formé un mur humain entre moi et eux. Vous devez partir, monsieur, a dit Dave, sa voix un grondement bas et sans appel. Maintenant. Richard, voyant qu'il n'arrivait à rien, a changé de tactique. Carole, s'il te plaît, a-t-il supplié, sa voix soudainement pathétique. Ne fais pas ça. Nous n'avons rien. Chez Valérie, ce n'est pas ce que je pensais. Nous avons besoin d'un endroit où rester. Ça ressemble à un problème personnel, Richard, ai-je dit, ma voix dénuée de toute sympathie. Tu voulais vivre avec Valérie. Tu as fait ce choix. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. J'ai pointé la berline pétaradante sur le trottoir. Vous devriez probablement partir. Cette voiture a l'air sur le point de rendre l'âme. Dylan a poussé un dernier cri de rage guttural. Tu le regretteras. Nous te détruirons au tribunal. Je prendrai le risque, ai-je dit, puis j'ai fait un signe de tête au déménageur. Je suis rentré et j'ai doucement fermé la porte, les laissant debout sur ma pelouse, criant après une porte fermée. C'était une défaite laide, publique et humiliante pour eux. Et je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'un profond sentiment de soulagement. Le dernier lien avait été rompu. Si vous écoutez encore, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous, afin que je sache que vous êtes incroyable et que je comprenne que vous êtes avec moi dans ce voyage. Votre soutien est un immense encouragement pour moi. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1 pour que je puisse vous reconnaître. Et maintenant, s'il vous plaît, continuez à écouter mon histoire. La période de séparation de 30 jours est passée. Le lendemain de son expiration, monsieur Gomez a déposé la requête officielle de divorce. Richard, poussé par Valérie et Dylan, a décidé de la contester. Ils ont engagé un avocat bon marché à l'allure habile qui a immédiatement déposé des requêtes demandant la moitié de mes biens, une pension alimentaire à vie pour conjoint et un soutien financier rétroactif pour Dylan. Nous nous sommes retrouvés devant un juge des affaires familiales. La salle d'audience était une pièce imposante lambrissée de bois qui sentait le vieux papier et le poli à plancher. Je me suis assise à une table avec monsieur Gomez, me sentant calme et préparé. Richard, Dylan et Valérie étaient assis à l'autre table avec leur avocat. Valérie était sur son 31, essayant d'avoir l'air d'une partenaire concernée et solidaire. C'était nauséabond. Leur avocat a commencé par un grand discours sur Richard étant un mari dévoué qui a été manipulé par une femme froide et calculatrice pour signer un document qu'il ne comprenait pas. Il m'a dépeinte comme une méchante qui avait cruellement abandonné sa famille. Quand ce fut le tour de monsieur Gomez, il n'a pas fait de grand discours. Il s'est simplement approché du banc du juge et a commencé à présenter les preuves. Pièce A, l'accord de séparation signé et notarié. Pièce B, le rapport du détective privé, complet avec des photos datées de Richard et Valérie au motel.
Pièce C, le message vocal menaçant de Dylan. Il l'a fait écouter au tribunal. Le son de la voix criarde et haineuse de Dylan a rempli la salle d'audience silencieuse. Dylan s'est enfoncé dans sa chaise, le visage cramoisi. Valérie a mis une main à sa bouche, feignant le choc. La juge, une femme aux yeux vifs nommée juge Miller, a écouté le message vocal sans expression. Puis elle a regardé par-dessus ses lunettes Richard. « Monsieur Peterson », a-t-elle dit, sa voix glaciale. « Vous avez signé un document légal de votre plein gré, acceptant une séparation temporaire avec des stipulations financières spécifiques. Pendant cette période, votre femme a agi dans les droits qui lui étaient accordés par ce document. Avant cela, il semble que vous étiez engagé dans une liaison extra-conjugale. Après cela, votre fils a menacé votre femme de fausses accusations pour extorquer de l'argent. Ai-je manqué quelque chose ? L'avocat de Richard s'est levé. Votre honneur, mon client était sous la contrainte. La juge Miller l'a interrompu d'un geste de la main. Gardez ça pour vous. J'ai lu les requêtes. J'ai vu les preuves. Les demandes de pension alimentaire pour conjoint, de partage des biens au-delà du contrat de mariage et de tout soutien pour le fils adulte sont sommairement rejetées. Le divorce est prononcé au tort de l'adultère. Madame Peterson conservera tous les biens protégés par le contrat de mariage, ce qui inclut la maison et son héritage. Vous, monsieur, a-t-elle dit en regardant directement Richard, avez droit à 50% des biens accumulés pendant le mariage, ce qui, selon ses relevés, s'élève aux $500 restants sur le compte joint et à la moitié de la valeur du canapé du salon. L'audience est levée. Elle a frappé de son marteau. C'était fini. Le regard de dévastation totale sur les visages de Richard, Dylan et Valérie était quelque chose que je n'oublierai jamais. Ils avaient été si sûrs de pouvoir intimider et manipuler leur chemin vers un gain financier. Ils m'avaient sous-estimé. Ils avaient sous-estimé la loi. Je suis sorti de cette salle d'audience, j'ai pris une profonde inspiration d'air libre et je n'ai pas regardé en arrière. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai finalisé la vente de la maison. C'était étrange de rassembler les vestiges de ma vie, de mettre en boîte des photos et des souvenirs. Certaines boîtes, je les ai étiquetées, garde-meubles, d'autres, à jeter. C'était un processus brutal mais nécessaire de trier le passé. Mon amie Sarah, qui avait été mon rock pendant tout cela, m'a appelé un soir. « Tu ne vas pas croire ce que je viens d'entendre », a-t-elle dit, sa voix un mélange de pitié et de commérage. Elle m'a dit que Richard et Dylan vivaient toujours avec Valérie, et que c'était un désastre complet. Le jeu de Valérie était de retour en force, et elle saignait Richard à blanc du peu d'argent qu'il gagnait à son travail de vendeur à la commission. Ils se disputaient constamment. Dylan avait apparemment été contraint de trouver un travail à temps partiel dans un fast-food pour payer son abonnement de bus et son téléphone. J'ai ressenti une brève et sombre lueur de satisfaction, mais elle a été rapidement remplacée par un profond sentiment de néant. Leur vie n'était plus mon affaire. Leur chaos était leur propre création. Cet appel téléphonique a solidifié ma décision. J'avais besoin d'un vrai nouveau départ. Le transfert de poste à Austin, celui que j'avais mis en attente pendant des années parce que Richard ne voulait pas déménager, était toujours sur la table. J'ai appelé mon patron le lendemain et j'ai accepté. 2 mois plus tard, je conduisais un camion de déménagement à travers le pays, ma propre voiture remorquée derrière. Le long trajet monotone était une sorte de thérapie. À chaque kilomètre que je mettais entre moi et mon ancienne vie, je sentais une couche de crasse et de tristesse se détacher. Austin a été un choc pour le système, chaud, vibrant et vivant de musique et d'énergie. J'ai emménagé dans un appartement moderne et aéré avec un petit balcon. Les premières semaines, le vide de l'endroit était écrasant. Je me souviens d'un soir où j'essayais de monter une bibliothèque IKEA. J'étais tellement frustré par les instructions confuses que je me suis juste assise par terre et j'ai pleuré. Pas à cause de Richard ou de Dylan, mais parce que j'étais si complètement seul. Mais lentement, les choses ont commencé à changer. Je me suis fait des amis à mon nouveau bureau. J'ai commencé à explorer la ville, à trouver des sentiers de randonnée et des marchés de producteurs. Je me suis inscrite à un cours de poterie sur un coup de tête et j'ai découvert que j'avais un don pour ça. Je construisais une nouvelle vie, un petit morceau imparfait à la fois. Je redevenais Carole, pas la femme de Richard ou la belle-mère de Dylan. Juste Carole. Et ça faisait du bien. J'ai appuyé sur l'icône rouge de mon écran, mettant fin à l'appel. Ma main tremblait, mais pas de peur. C'était de la finalité pure et simple de tout cela.
J'ai bloqué son numéro, un simple acte numérique qui ressemblait à claquer une porte en acier de 2 tonnes sur le passé. J'ai pris une profonde inspiration de l'air chaud et parfumé à la pêche du marché et j'ai pensé, c'est fait. C'est enfin, vraiment fait. Comme j'avais tort. La paix que je pensais avoir gagnée pour moi-même a duré exactement 48 heures. Ça a commencé par les appels téléphoniques. Des dizaines. Ils provenaient de numéros masqués. L'un après l'autre, une agression percussive implacable contre ma tranquillité. Je n'ai jamais répondu, mais le bourdonnement constant de mon téléphone, l'écran s'allumant avec cette menace anonyme, a commencé à effriter mon calme nouvellement acquis. Puis sont venus les emails, envoyés à une ancienne adresse que j'utilisais à peine mais que je n'avais pas supprimée. Les objets étaient désespérés. S'il te plaît, Carole, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Les messages à l'intérieur étaient décousus, incohérents, un mélange d'excuses et d'accusations. Je les ai supprimés sans lire au-delà de la première ligne. J'ai essayé d'ignorer. Je me suis dit que c'était juste un gamin désespéré qui faisait une crise de colère numérique. Il était à des centaines de kilomètres. Il ne pouvait pas me faire de mal. Mais ensuite, mercredi soir, alors que je quittais mon bureau, mon sentiment de sécurité a été brisé pour toujours. Mon bureau est dans un immeuble de verre moderne en centre-ville avec un parking sécurisé au sous-sol. Alors que je marchais vers ma voiture, mes talons résonnant dans l'espace caverneux en béton, j'ai vu une silhouette appuyée contre un pilier près de ma place de parking. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Même dans la lumière faible et stérile du garage, je l'ai reconnu. C'était Dylan. Il avait l'air terrible. Il était décharné, son visage pâle et tiré. Le sourire narquois arrogant avait disparu, remplacé par un désespoir aux yeux creux. Il portait le même sweat à capuche que je l'avais vu porter il y a des semaines sur les photos du détective privé. Comment était-il arrivé ici? Un billet de bus, probablement. Comment m'avait-il trouvé? Une simple recherche en ligne de mon nom et de mon entreprise, ai-je réalisé avec un haut le cœur. Je n'étais pas une personne difficile à trouver. Carole, a-t-il dit, sa voix un croassement rauque alors qu'il se détachait du pilier et faisait un pas vers moi. Je me suis arrêté net, ma main se resserrant sur mes clés de voiture, le métal s'enfonçant dans ma paume. Dylan, tu dois partir. Tu n'es pas le bienvenu ici. J'ai juste besoin de te parler, a-t-il dit en faisant un autre pas. Ses yeux étaient grands, suppliants. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. S'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Nous n'avons rien à nous dire, ai-je dit, ma voix plus froide et plus dure que le sol en béton. Je t'ai donné ma réponse au téléphone. La réponse est non. Maintenant, éloigne-toi de ma voiture. J'ai essayé de le contourner, mais il s'est déplacé pour me bloquer le passage. Le désespoir dans ses yeux commençait à se transformer en autre chose. Quelque chose de laid. Non, tu ne comprends pas, a-t-il dit, sa voix montant. Je ne demande pas. Je te le dis. Tu me dois ça. Après tout ce que tu as fait à mon père, à moi, tu me dois ça. Je ne te dois rien, ai-je craché, la fureur l'emportant sur ma peur. Toi et ton père avez tout détruit. Vous n'aurez rien de moi. Maintenant, bouge. C'est là qu'il a craqué. Le garçon désespéré a disparu, et le monstre dont je me souvenais de ce message vocal menaçant était de retour. Son visage s'est tordu en un grognement de rage. Espèce de riche sorcière, a-t-il crié, sa voix résonnant dans le garage. Tu crois que tu peux juste nous jeter? Tu crois que ton argent te rend meilleur que nous? Il s'est jeté en avant et m'a attrapé le bras. Sa poigne était étonnamment forte, ses doigts comme des serres de fer s'enfonçant dans ma chair. Une secousse de peur primale pure m'a traversé. Ce n'était pas un appel téléphonique. C'était réel. Il était là et il perdait le contrôle. Lâche-moi, Dylan, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Je tenais mes clés de voiture comme une arme, le bord dentelé pointé vers l'extérieur. Tu vas me donner l'argent, a-t-il sifflé, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir l'odeur aigre de vêtements non lavés et de désespoir sur lui. Tu vas me conduire à une banque tout de suite, et tu vas me donner ce dont j'ai besoin. Non, ai-je dit, croisant ses yeux fous. Je ne le ferai pas. Et si tu ne lâches pas mon bras dans les 3 prochaines secondes, je vais crier si fort que tous les gardes de sécurité de cet immeuble descendront ici. Et ensuite, j'appellerai la police.
Sa poigne s'est resserrée une seconde, et j'ai vu un éclair de violence sauvage dans ses yeux. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Mais ensuite, j'ai dit les mots que M. Gomez m'avait dit d'utiliser si je le revoyais un jour. Et je suis sûr qu'ils seront très intéressés d'entendre ça, surtout compte tenu de ton arrestation antérieure pour possession chez nous. Une ordonnance restrictive sera le moindre de tes problèmes. C'était un pari, une supposition calculée basée sur une ligne du rapport du détective à propos de Dylan ayant eu un incident juvénile mineur, mais l'effet a été instantané. La rage dans ses yeux a été remplacée par une terreur soudaine et vive. Sa poigne s'est relâchée. Il a regardé autour du garage vide comme s'il s'attendait à ce que la police se matérialise de l'ombre. La menace d'un vrai casier judiciaire d'adulte, d'une vraie peine de prison, avait percé sa rage pleine de suffisance. Il a lâché mon bras et a reculé en trébuchant, sa bravade complètement disparue. Je ne voulais pas, a-t-il balbutié. Je n'ai pas attendu d'entendre le reste. J'ai tâtonné avec mes clés, j'ai déverrouillé ma voiture et je me suis jeté à l'intérieur, claquant la porte et la verrouillant. Mes mains tremblaient si fort qu'il m'a fallu 3 essais pour mettre la clé dans le contact. Alors que le moteur rugissait, je l'ai vu debout là, une figure pathétique et vaincue dans l'éblouissement de mes phares. Je n'ai même pas regardé dans le rétroviseur alors que je sortais du garage à toute vitesse et que je m'enfonçais dans la nuit. J'ai conduit pendant 1 heure, juste conduit, mes jointures blanches sur le volant, mon cœur battant un rythme effréné contre mes côtes. Je me suis finalement arrêté sur le parking d'un supermarché bien éclairé, la scène familière et banale. J'ai appuyé ma tête contre le volant et j'ai finalement laissé les sanglots venir. D'énormes halètements rauques de peur et de colère. Il m'avait trouvé. Il avait posé ses mains sur moi. La porte d'acier que je pensais avoir claquée avait été forcée, et le monstre n'était plus à des centaines de kilomètres. Il était ici, dans ma ville, et il savait où je vivais. Cette nuit-là, pour la première fois de ma nouvelle vie, j'ai poussé mon fauteuil le plus lourd contre ma porte d'entrée. Je me suis assise dans l'obscurité de mon salon, serrant un lourd couteau de cuisine, et je n'ai pas dormi du tout. Le lendemain, j'ai appelé M. Gomez. Ma voix était rauque d'une nuit blanche. Je lui ai tout dit. Il est resté silencieux un long moment après que j'ai fini. Carole, a-t-il dit finalement, sa voix sombre. Nous déposons une demande d'ordonnance restrictive. Tout de suite. Vous ne devez plus jamais entrer en contact avec lui, sous aucun prétexte. Si vous le voyez, vous appelez immédiatement le 911. Compris? Compris, ai-je chuchoté. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon appartement silencieux, la lumière du soleil matinal me semblant être une intrusion. La peur de la nuit précédente s'était apaisée, laissant derrière elle une profonde et douloureuse tristesse. Pourquoi? Pourquoi avais-je laissé les choses aller si loin? Pourquoi avais-je supporté le manque de respect de Dylan si longtemps? Pourquoi avais-je investi mon argent et mon énergie dans un garçon qui me méprisait si clairement? Les questions tournaient dans ma tête et avec elles, un vieux chagrin enfoui a commencé à refaire surface. Un chagrin que j'avais gardé enfermé pendant plus de 20 ans. Et je savais qu'il était temps. Temps de dire la vérité, ne serait-ce qu'à moi-même. Temps de vous raconter enfin le reste de l'histoire. Vous voyez, bien avant de rencontrer Richard, j'étais marié à un autre homme. Mon premier amour. Nous avions un fils. Il s'appelait Daniel. C'était un beau petit garçon, vif et drôle, avec une tignasse de cheveux bruns indisciplinés et des yeux de la couleur du ciel d'été. Il était tout mon monde. Quand il avait 8 ans, on lui a diagnostiqué une leucémie. Nous nous sommes battus. Oh, comme nous nous sommes battus. Nous avons passé 2 ans à entrer et sortir des hôpitaux, à travers des cycles de chimiothérapie et de radiothérapie, à travers de faux espoirs et des revers écrasantes. Mais la maladie était agressive. Et quand il a eu 10 ans, mon fils, mon Daniel, est mort dans mes bras dans une chambre d'hôpital stérile qui sentait l'antiseptique et le désespoir. Sa mort m'a brisé. Elle a brisé mon premier mariage. Elle a brisé ma vie en 1 million de morceaux. Pendant des années, je n'étais qu'un fantôme traversant l'émotion de la vie. Je n'ai jamais pensé que j'aimerais à nouveau. Et puis j'ai rencontré Richard. Il était gentil, il était doux, et il avait un fils de 13 ans nommé Dylan qui avait cette même tignasse de cheveux bruns indisciplinés et une étincelle espiègle dans les yeux qui me rappelait tellement Daniel. Cela me faisait mal au cœur. Et c'était ça. C'était le secret que j'avais gardé caché de tout le monde, même de moi-même.
Je ne suis pas tombée amoureuse seulement de Richard. Je suis tombée amoureuse de la chance d'être à nouveau mère. J'ai déversé tout l'amour que j'avais encore pour Daniel, tous les espoirs et les rêves que j'avais pour son avenir, sur Dylan. J'ai payé pour les meilleures écoles, les camps d'été, la voiture, le fonds pour l'université. J'ai ignoré ses remarques narquoises, ses humeurs maussades, son ressentiment grandissant. Je me suis dit que c'était juste une phase. Je me suis dit qu'il s'en remettrait parce que si je le perdais, si j'admettais qu'il ne m'aimait pas en retour, ce serait comme perdre Daniel une nouvelle fois. J'essayais d'acheter l'amour d'un fantôme. Et Dylan, à sa manière cruelle et juvénile, le savait. Il savait qu'il avait un pouvoir sur moi, et il l'a utilisé. L'ordonnance restrictive a été accordée. Un policier a signifié les papiers à Dylan au refuge pour sans-abri où il séjournait apparemment. Pendant une semaine, il y a eu le silence. Un silence béni, merveilleux. J'ai recommencé à respirer. J'ai éloigné le fauteuil de la porte. J'ai commencé à croire que c'était enfin fini. Puis, un soir, on a frappé à ma porte. Pas un coup fort et en colère, mais un coup doux et hésitant. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé par le Judas et mon cœur s'est serré. C'était Dylan. Il était juste là, la tête baissée, l'air plus petit et plus brisé que je ne l'avais jamais vu. Mon premier instinct a été d'appeler la police. C'était la chose intelligente à faire, la chose légale à faire. Il violait l'ordonnance. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai regardé ses épaules voûtées, le garçon qui portait le fantôme du visage de mon fils, et j'ai fait quelque chose d'incroyablement insensé. J'ai ouvert la porte juste une fente, avec la chaîne de sécurité toujours en place. Tu as 60 secondes pour me dire pourquoi je ne devrais pas te faire arrêter tout de suite, ai-je dit, ma voix tremblante. Il a levé les yeux et ses yeux étaient rouges et remplis d'un désespoir qui n'était plus manipulateur mais absolument réel. Je sais, a-t-il chuchoté. Tu devrais. Je devais juste dire merci. Je l'ai regardé, perplexe. Merci pourquoi? Pour avoir appelé les flics. Pour avoir obtenu l'ordonnance, a-t-il dit, sa voix se brisant. Quand ce flic m'a signifié les papiers au refuge, c'était le plus bas que j'ai jamais atteint. J'ai réalisé. J'ai réalisé ce que j'étais devenu. C'était comme me voir enfin dans un miroir et j'étais un monstre. Il a pris une inspiration tremblante. Ce n'est pas une excuse. Rien n'est une excuse pour ce que je t'ai fait. Mais j'ai un problème, Carole. Un gros problème. Les cachets. Ça a commencé au lycée. C'est pour ça que j'avais un casier judiciaire juvénile. Je pensais que je l'avais sous contrôle, mais ce n'était pas le cas. C'est là que tout l'argent est parti. C'est pourquoi j'étais si désespéré. J'ai manipulé mon père pour qu'il retourne chez ma mère parce que je savais qu'elle ne poserait pas de questions. Je les volais tous les deux. C'est pour ça qu'ils m'ont vraiment mis dehors. Il a baissé les yeux sur ses chaussures. Je ne demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Et je ne demande pas ton argent. Je voulais juste que tu saches la vérité. Et je voulais dire que je suis désolé. Pour tout. Je suis resté là, la chaîne de sécurité s'enfonçant dans le cadre de la porte, et j'ai senti les derniers vestiges de ma colère, de ma haine, se dissiper, ne laissant derrière qu'une vaste et vide tristesse. Il n'était pas le monstre que j'avais imaginé. C'était juste un garçon malade et brisé qui avait fait des choses monstrueuses. Un garçon qui me rappelait si douloureusement le fils que j'avais perdu et le fils que je n'avais pas réussi à sauver. J'ai fermé la porte, ma main tremblante. Je me suis appuyé contre elle, mon esprit tourbillonnant. Ce qu'il avait fait était impardonnable, mais pouvais-je vivre avec moi-même si je le laissais simplement partir vers le sombre destin qui l'attendait dans la rue? Après une longue et angoissante minute, j'ai pris une décision. Ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour le fantôme de Daniel. C'était pour moi. C'était l'acte final pour clore ce chapitre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réservé 2 choses, un billet de bus aller simple pour une ville du Minnesota où je savais qu'il y avait un centre de désintoxication à long terme financé par l'État avec une bonne réputation, et une seule nuit dans un motel propre et bon marché près de la gare routière. J'ai imprimé les confirmations. J'ai écrit le nom et le numéro du centre de désintoxication sur un bout de papier. J'ai tout mis dans une enveloppe avec $200 en espèces, assez pour la nourriture pour le voyage et les produits de première nécessité, rien de plus. J'ai de nouveau ouvert la porte.
Il était toujours là, assis sur la marche supérieure, la tête dans les mains. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste posé l'enveloppe par terre à quelques mètres de lui. Il a levé les yeux, son visage strié de larmes. Qu'est-ce que c'est? C'est un billet de bus, ai-je dit, ma voix plate, dénuée d'émotion. Il part demain matin à 8 heures. Il t'emmènera à un endroit où tu pourras obtenir de l'aide. L'adresse et le numéro de téléphone sont à l'intérieur. Il y a assez d'argent pour la nourriture en chemin. Ce n'est pas un cadeau. C'est un choix. Tu peux le prendre et essayer de te construire une vie, ou tu peux le laisser et j'appellerai la police tout de suite et je te dénoncerai pour violation de l'ordonnance restrictive. Je ne te reverrai plus jamais et ne te parlerai plus jamais. C'est la dernière et unique chose que tu obtiendras de moi. Il a regardé l'enveloppe, puis moi, ses yeux remplis d'un espoir naissant et incrédule. Il a lentement tendu la main et l'a ramassée. Il l'a ouverte, a regardé le contenu, et un sanglot s'est échappé de ses lèvres. Merci, a-t-il chuchoté. Ne me remercie pas, ai-je dit, ma voix dure. Va sauver ta propre vie. Et puis j'ai fermé la porte, j'ai verrouillé le pen dormant, et pour la première fois, cela a semblé être une conclusion, pas une défense. Je ne l'ai plus jamais revu. Je ne sais pas s'il est monté dans ce bus. Je ne sais pas s'il est allé dans ce centre. J'ai choisi de ne pas savoir. Son histoire n'était plus la mienne à écrire. Cela fait 2 ans depuis cette nuit. Ma vie est calme maintenant. Elle est paisible. Elle est la mienne. J'ai mon cours de poterie, mon club de lecture, mes amis merveilleux. J'ai mon travail et j'ai ma paix. Le fantôme de mon fils Daniel est toujours avec moi, mais il est une présence douce maintenant. Un souvenir chaleureux, pas une douleur affamée. Et le fantôme du garçon que j'ai essayé de sauver est enfin parti. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance. Pas vraiment. C'est une histoire sur l'apprentissage que parfois la chose la plus forte que vous puissiez faire est de laisser aller. C'est sur l'apprentissage que vous ne pouvez sauver personne d'autre que vous-même. Et c'est sur l'apprentissage que même après le chagrin le plus profond et le plus dévastateur, vous pouvez toujours retrouver le chemin de la lumière. Merci d'avoir écouté. Soyez bienveillant envers vous-même et n'abandonnez jamais, jamais, votre propre fin heureuse.